Eh bien, salut Dorian Astor. Bonjour Pierre, Comment ça va? ça va très bien. Ça va très bien. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens? Oui, 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 j'ai un malaise, là, tu sens, hein, je sens que tu as lu l'introduction à mon livre. J'attaque Ouais. fort. Oui, oui. Oui, donc t'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Paradoxe, non? Dans ton livre Deviens ce que tu es, c'est ainsi en fait que t'introduis ce livre. C'est suite à une rencontre avec quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis très longtemps qui t'a posé cette question fort paradoxale. Oui, oui. Rencontre qui est aussi une mise en scène, hein, Ouais. pour introduire la problématique qui était elle-même nourrie d'un passage de Deleuze dans Dialogue avec Claire Parnet, où Deleuze expliquait que la question «Qu'est-ce que tu deviens?» était stupide, pour la bonne raison que, et il s'en explique évidemment, que le devenir ou devenir est par définition, ou doit être à nouveau conçu comme intransitif. Mhm. C'est-à-dire que devenir quelque chose ou quelqu'un ne nous permet pas de comprendre ce que c'est que devenir, que de devenir dans une vie, dans la mesure où au fond, lorsqu'on est devenu quelque chose, on a cessé de devenir, et que Deleuze précise, ce que nous devenons change autant que nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que ce dont il s'agit, d'un point de vue philosophique, c'est de penser le processus pour lui-même, processus du devenir. Alors ça, après, ce sont des questions compliquées, savoir ce que c'est que ce devenir. Et il a une très longue tradition philosophique, évidemment. Mais en tout cas, si on reste à cette structure A devient B, on peut penser A, on peut penser B, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et que la transitivité, ou dans ce cas-là, grammaticalement, l'attribution, je deviens, je suis devenu ceci ou cela, manque en réalité ce qui se passe dans la transformation, dans la métamorphose, dans le devenir. Voilà. Et donc seul le processus peut nous aider à comprendre ce qui, et c'était cette phrase, cette question qui m'avait été posée, tu n'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Seule la compréhension de ce processus nous permet de répondre à ce qui demeure dans le changement, à ce qui est continu dans les ruptures, etc. Donc voilà, oui, cette façon de m'aborder, hein, qui n'a pas changé, ce qui est toujours un compliment, en même temps on sait que c'est pas vrai, après 20 ans, etc. Et en même temps, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, cette question enveloppe une certaine violence, hein, je m'en explique, une certaine injonction en tout cas, et qui place aussi le devenir du côté d'une narration. Raconte-moi ce que tu deviens, ce que tu es devenu. Et au fond, qu'il s'agisse d'autobiographie, de biographie, de curriculum vitae, voilà, de confession, on est toujours dans un rapport très très contraint entre notre expérience du devenir, c'est-à-dire du temps qui passe en nous, sur nous, etc., et la narration, c'est-à-dire la reconstruction. Et donc la déperdition d'un certain nombre de processus qui sont peut-être largement inconscients ou micrologiques ou inassignables. Voilà. Donc voilà, tu n'as pas changé, oui et non, hein, c'est ce qu'on répond toujours. Et je dis dans cette introduction, que tu as la gentillesse de rappeler, que on sent à la fois que nous sommes toujours nous-mêmes, hein, et que nous ne sommes plus les mêmes, d'une certaine manière. Voilà. Ouais, c'est le premier paradoxe de ton livre. Donc ton livre Deviens ce que tu es, que tu as publié aux éditions Autrement en 2016, je le rappelle. Cette phrase Deviens ce que tu es, qui fait le titre de ton livre, on la connaît surtout généralement parce que Nietzsche l'a reprise dans son œuvre. Que te dicte ta conscience devient ce que tu es, je crois, dans le savoir sûrement. Et, mais cette phrase à la base, en fait, vient d'un poème de Pindare qu'il a
qui était fait pour un tyran qui s'appelait Hiéron, c'est ça? Hiéron de Syracuse. Hiéron de Syracuse. Alors quel est le contexte déjà de l'apparition de cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pindare écrit un certain nombre d'odes, et ce sont toujours donc des louanges, et il en écrit un certain nombre pour Hiéron de Syracuse, qui est un tyran au sens grec, c'est-à-dire c'est un monarque, disons. Ouais. Il n'était pas spécialement sanguinaire, pas spécialement sympa non plus, à vrai dire. Mais Hiéron avait remporté un certain nombre, non seulement de batailles, de luttes politiques, et aussi de courses de chevaux. Pour les Grecs, évidemment, les victoires sportives faisaient partie de la philosophie pratique, de l'éthique, de la conduite d'une bonne vie. Et Pindare, lui, le met en garde, donc il y a aussi une dimension édifiante en disant attention aux flatteurs, cherche en toi-même ta valeur et ce que tu es, etc. Et il lui dit, ayant acquis des connaissances, tu dois devenir tel que tu es. Traduit littéralement du grec. Et cette phrase, évidemment, on l'entend tout de suite, a un aspect assez familier, une espèce de variation de l'injonction delphique « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire, bien sûr, acquérir des connaissances, mais apprends à te connaître, mais à te connaître tel que tu puisses devenir ce que tu es. Bon. Ce qui veut dire, au fond, d'une certaine manière, on n'est jamais ce qu'on est avant de l'être devenu, donc il y a comme un manque d'identité fixe, mais le premier paradoxe, évidemment, est entre cette idée de devenir et cette idée d'être, comme si être était quelque chose qui devait être rempli, accompli. Voilà. Donc ça, c'est le mystère de cette formulation. Et évidemment, elle est à comprendre dans un contexte culturel et philosophique chez les Grecs, où en réalité, l'idéal de soi est toujours à accomplir par rapport à l'excellence innée d'une forme de noblesse. C'est-à-dire que nous sommes très loin de l'incitation à se dépasser, à se réaliser, etc. On est plutôt dans cette deuxième étape du « connais-toi toi-même », quelle est ta valeur? Et là, Pindare parle à un noble, à un aristocrate, à un monarque dont il est convaincu ou dont il feint d'être convaincu qu'il a évidemment de naissance un privilège sur le commun des mortels, une qualité supérieure au commun des mortels. Et la question c'est, en fonction de ta valeur, comment la réalises-tu? Voilà. Donc il y a chez Pindare, ce serait tout le contraire d'un idéal méritocratique, en disant si tu travailles, si tu apprends, si tu t'entraînes, tu vas devenir meilleur. Et Pindare ne dit pas à Hiéron deviens meilleur, lui deviens ce que tu es déjà. Donc on est tout de suite à l'articulation entre une éthique, c'est-à-dire une pratique de vie, et une question liée à la connaissance de soi. Voilà. Donc il y a aussi un rapport lié à cette conception grecque de la vérité qui est dévoilement. C'est-à-dire que la vérité ne se construit pas, ou la vérité ne se trouve pas dans un ciel des idées auquel il faudrait accéder. Non, la vérité est aletheia, évidemment cette formule aura une riche postérité jusqu'à Heidegger. C'est Heidegger qui dit attention, aletheia, ça n'est pas simplement vérité au sens où nous l'entendons, avec cette racine latine de vérité, mais l'aletheia, c'est vraiment ce qui est
dit-il, dit Heidegger, non latent. C'est la non-latence. C'est-à-dire c'est ce qui n'est pas caché, c'est ce qui s'est dévoilé dans l'apparence. Voilà. D'accord. Donc là, on touche, je ne veux pas redévelopper tout ce que j'ai essayé de faire dans le livre, mais Oui. au fond, il y a un lien très très fort entre ce qui apparaît, l'être et le devenir. C'est-à-dire qu'il y a au fond un processus d'apparition de l'être qui se fait dans le devenir, d'une certaine manière. Et au fond, ce que dit Pindare à Hieron, c'est, voilà, tu apparais dans ta gloire de monarque, dans ta gloire de vainqueur, dans cette noblesse qui est la tienne. Tu es un fragment de nature, sous le soleil. Pindare est un apollinien. Pindare se réclame d'Apollon, comme tous les princes d'une certaine manière, dieu solaire, dieu de l'apparence, etc. Ça, évidemment, on retrouvera tout ça chez Nietzsche. Ouais. Voilà, quelle est la nature, quel est le principe de cette gloire, c'est-à-dire de cette lumière qui est la tienne. Voilà. Et pour rendre compte de la manière dont une gloire apparaît, ou paraît, ou brille, ou resplendit, eh bien ça c'est un processus qui nous connecte directement à de grandes questions philosophiques sur ce qu'est et la vérité et la nature, et la phénoménalité, les apparences chez les Grecs présocratiques, les Grecs qui n'ont pas encore séparé de manière stricte le monde des apparences et le monde de la vérité, le monde intelligible du monde sensible. Comment dans cette immanence qu'est la nature, et le tyran est un morceau de nature, glorieux. Il y a évidemment une dimension panégérique dans ces odes. Eh bien, quel est le principe de cette apparition? Quel est le principe de cette lumière? Voilà. Et c'est donc à la fois une louange. Tu es grand, tu es Hieron, voilà. Mais tu as encore à le devenir. Ce qui est évidemment un paradoxe étrange. Évidemment, Pindare est un poète à une époque où, comme les philosophes, on parle par aphorisme, par sentence, par poème. Nous, par ailleurs, nous ne possédons souvent que des fragments de ces grands penseurs de l'époque. Les odes de Pindare sont plus ou moins complètes, mais cette phrase, et on le voit quand j'essaye de m'en expliquer, suscite plus de problèmes qu'elle n'en résout en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une clé unique pour comprendre ce dont il s'agit dans cette injonction paradoxale « deviens ce que tu es », mais elle ouvre, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, elle ouvre à des problématiques philosophiques qui parcourent l'ensemble de la philosophie occidentale. Voilà. C'est bien pour ça que même si là on voit chez Pindare, comme tu le dis, je le rappelle, c'est ces notions en fait de autonomos, par exemple, c'est ce fait de se déterminer soi-même, ces notions en fait qui ressemblent à celle de l'authenticité aussi, garder son authenticité propre. Et puis aussi cette notion d'acquérir l'inné en fait, exactement comme tu dis. Les choses sont déjà innées, il suffit de les révéler en fait, de les dévoiler, comme tu dis. Et donc, ça suscite une problématique, comme tu le dis, et c'est pour ça que tu vas voir par exemple chez Épicure, ou chez Platon, ou chez Aristote, quelles sont les résonances aussi peut-être par rapport à cette phrase. Chez Platon, on a une espèce d'élévation vers le ciel des idées, tu rappelles simplement quelques détails de leur philosophie. Chez Aristote, on a une sorte de juste milieu en fait à toucher tout en essayant d'atteindre l'excellence. Qu'est-ce que tu peux nous dire si je prends ces trois philosophes-là, par exemple Platon, Aristote et Épicure, qu'est-ce qu'on pourrait approcher par rapport à... Oui, alors... sans s'étendre trop. Pardon. En tout cas, ce qui est net chez l'ensemble des philosophes grecs, c'est que la question philosophique grecque, c'est celle de la mesure. Ouais. Et de la mesure de l'homme. Comparée et articulée à la mesure des dieux. D'où cette idée extrêmement importante dans la pensée grecque et dans la tragédie grecque, par exemple, de l'hubris.
Ouais. C'est-à-dire cette démesure qui nous fait, au fond, transgresser l'équilibre, la proportion que nous incarnons dans la nature. Donc la grande question, Protagoras, l'homme est mesure de toutes choses, toutes ces questions qui sont extrêmement débattues, c'est de savoir quelle est donc la mesure de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire la mesure de l'homme? C'est-à-dire, au fond, si on emploie un autre vocabulaire, quelle est son homéostasie? C'est-à-dire comment il tient ensemble. Ouais. Comment fait-il pour ne pas dépérir? Et comment fait-il pour, se déployant, pour ne pas exploser, au fond, pour ne pas outrepasser cette puissance d'agir, pour parler là plutôt comme Spinoza. Ouais. Et au fond, pour aller très vite, la différence entre Platon, Épicure, Aristote, c'est que Platon a une conception pas simplement de l'homme, mais de la nature et de l'être, j'allais dire, qui est extrêmement hiérarchique, où, au fond, le monde sensible et la sensibilité, le monde sensible en l'homme, sont des domaines inférieurs, d'une certaine manière, mais qui portent la trace de domaines supérieurs, qui sont le monde intelligible ou le monde des idées. Alors, on peut en avoir une interprétation plus ou moins religieuse, peu importe. Il ne s'agit pas, quand on parle du ciel des idées, chez Platon, il y a évidemment beaucoup de mythes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a en l'homme, pour Platon, quelque chose de supérieur à lui-même. Il y a dans le monde sensible la trace ou le souvenir de quelque chose qui est plus grand, plus pur, plus absolu. Donc, l'exigence philosophique platonicienne est, au fond, de s'élever à cette partie pure, absolue, dont nous portons, au fond, témoignage dans notre existence sensible, qui est, au fond, le reflet ou l'image, ou quelquefois le simulacre de vérités qui, elles, sont pleines d'être. Nous ne sommes pas pleins d'être, mais nous avons une part de plénitude d'être en nous qu'il s'agit de découvrir. Et ça, c'est tout le chemin quasiment initiatique qui doit conduire, pas n'importe qui doit conduire le philosophe à la contemplation de l'être, à la contemplation de l'absolu, à la contemplation des idées, du vrai, du juste, du beau. Bon. Et évidemment, on se trouve encore dans une conception, au fond, aristocratique, où Platon attribue aux philosophes la tâche de gérer, j'allais dire, d'organiser les hiérarchies terrestres, c'est-à-dire le philosophe roi, l'organisation de la cité. Aristote, au fond, pour le dire trop rapidement, développe moins l'image du philosophe roi, qu'il critique chez Platon, que celle du philosophe citoyen. C'est-à-dire qu'effectivement, Foucault travaillera beaucoup sur cette question-là, quelle conduite de soi-même peut-on adopter pour pouvoir se bien conduire avec les autres et dans la cité? Et donc la question de la proportion, au fond, il y a chez Platon une hiérarchie, d'une certaine manière pyramidale, mais nous ne sommes pas la mesure de cette hiérarchie. Nous sommes un fragment, un segment de cette grande construction qui est au fond une construction à la fois intellectuelle et cosmique. Chez Aristote, au fond, la mesure est, au sens latin, une médiocrité, une médiété, une mésotère, en grec, c'est-à-dire ce que tu appelais très justement le juste milieu. Comment comprend-on et comment articule-t-on la proportion, l'harmonie, la proportion harmonieuse qu'est l'être humain? Il y a là-dedans déjà une forme d'humanisme, c'est-à-dire une certaine conception de ce qu'est la nature humaine. Aristote est un philosophe très souple et qui dit que la vertu, l'excellence, le juste milieu sont singuliers, sont propres à chacun. Donc il n'y a pas de règles extérieures, il y a des règles au fond internes. Et on est toujours dans une variation de se connais-toi toi-même, connais tes limites, inférieures et supérieures, connais ce qui, ce qui te permet d'épanouir ton excellence, c'est-à-dire tes vertus, là aussi, tes puissances d'agir. Mais
au fond, pour Aristote, l'excellence est plutôt un centre de gravité, hein, c'est plutôt un milieu, hein, et je vais dire milieu quasiment au sens organique, un milieu plutôt qu'un sommet. Voilà. Et enfin, pour Épicure, au fond, il y a le même type de préoccupation aux limites, avec une espèce de repli, hein, sur l'économie des plaisirs et des peines. Hein, l'épicurisme arrive à une période où la vie dans la cité, la vie dans les cités la vie dans les cités est plus difficile, guerre civile, etc. Donc une espèce de repli un peu, hein, sur le mode privé ou le mode amical, le jardin, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc la question du juste milieu ne se joue plus tellement dans le rapport aux autres, dans la cité, ne joue plus tellement d'un point de vue politique, mais au fond sur l'organisme psychophysiologique que nous sommes, c'est-à-dire fuir les peines, chercher le plaisir étant lui-même dans une relation très ambiguë à la peine, c'est-à-dire qu'en réalité tout excès, tout manque et tout excès font souffrir. Donc le bonheur ne se trouve que dans l'absence de manque et dans l'absence d'excès. Donc, d'une manière très générale, dans l'absence de douleur, hein, dans l'absence de souffrance. Ce qui, excuse-moi, est très différent de l'épicurisme comme il est entendu aujourd'hui. Oui, évidemment. Là, hein, ça n'est pas, j'allais dire, ça n'est pas un hédonisme, mais même la notion d'hédonisme, de philosophie qui considère que le plaisir est le bien suprême, tout dépend évidemment de la conception du plaisir. Là, on ouvre. Alors d'abord, on enfonce quelques portes ouvertes, mais surtout on ouvre des problématiques compliquées, hein, entre le plaisir, le désir, la jouissance. Bon. Or, il y a toute une tradition qui considère que la jouissance est insatiable. Hein. Une jouissance satisfaite crée aussitôt un manque qui demande à être satisfait. On retrouvera ça chez Schopenhauer. Au fond, notre vie est une espèce de balancier entre la souffrance et l'ennui. Il y a Pascal et tout ça. Oui, voilà. Évidemment, il y a toute cette tradition qui se méfie, au fond une tradition ascétique, et il faut insister sur le fait que l'épicurisme est un ascétisme. Et il y a toute cette tradition ascétique qui craint, au fond, d'une certaine manière, toute forme d'excès, aussi bien que toute forme de manque. Donc voilà, c'était vraiment un parcours brossé à très très grands traits, mais on voit comment la notion j'aime pas tellement le terme, mais de réalisation de soi, c'est-à-dire de compréhension, comment on peut remplir sa mesure, mais la remplir entièrement, mais ne pas la faire déborder, mais la remplir tout de même entièrement, comment cette disposition évolue dans la philosophie antique. Ouais. Oui, ça rappelle en fait ces notions de aporie du corps et d'ataraxie de l'âme, qui sont l'absence de trouble en fait, qui mènent peut-être au bonheur que cherchaient les Grecs. Moi, j'ai une question personnelle qui me vient là comme ça, c'est que on a ce changement du philosophe roi au philosophe citoyen, tu le suggères, est peut-être venu aussi de l'hubris des rois et des tyrans grecs et politiques. On a justement un exemple sous la main très, très parlant, hein, qui était celui d'un élève d'Aristote, qui est Alexandre le Grand, un élève qui n'a pas totalement bien terminé. Bon, il a pas mal réussi. Il a pas mal réussi, mais dans le sens hubris, il est allé fort, surtout vers la fin de sa vie, de sa courte vie. Et donc, ce que je voulais savoir, la question qui vient par rapport à ça, c'est par rapport à la physis. On dit physis ? Physis. L'hubris et la physis. Et la physis, comment ça se passe? C'est que la physis, c'est une espèce de force de croissance. Je sais pas, comment tu la définirais? Alors, physis, ce qui nous donne physique en français, physis, c'est la conception grecque de la nature. Bon. Ouais. Question très vaste et très, très complexe. Ce que je peux dire, c'est que la philosophie grecque, les épicuriens en particulier,
Nietzsche reprendra d'ailleurs cette expression avec à l'oreille l'étymologie et l'histoire du terme. Ouais. Nietzsche disait il faut faire de la physiologie la reine de toutes les sciences. Et la physiologie, la physiologia, pour l'épicurisme et pour la philosophie grecque tardive, c'est l'étude de la nature. Ouais. Et dont l'homme fait partie. C'est-à-dire l'étude justement des proportions, des lois de la nature d'une certaine manière, qui, je botte un peu en touche sur cette question qui est trop vaste. Bien sûr, bien mais sûr. En revanche, ce qu'il est important de voir, c'est que ce qui change, ce qui va changer au cours des siècles, et qui au fond va donner naissance à l'humanisme au sens le plus large, c'est que peu à peu, la philosophie, elle va longtemps résister, même le christianisme va très longtemps résister à une définition de l'homme, de la nature humaine. Ouais. Mais l'humanisme, qui est au fond une pensée qui cherche à définir et comprendre la nature humaine, et au fond, dans nature humaine, on n'entend plus que humain, on n'entend plus tellement nature. C'est comme si la nature humaine était différente, foncièrement différente de la nature, de l'être de la nature. Donc au fond, ce que dit la physis, ce que dit la physiologie, en ce sens grec, c'est que nous sommes des morceaux de nature, et qu'il y a évidemment des spécificités humaines, mais qu'il n'y a pas de rupture radicale, de rupture d'essence entre l'homme et la nature. Donc la question de la proportion de l'homme, elle est tout de suite inscrite dans la question des lois de la nature, c'est-à-dire des proportions naturelles. Donc c'est une chose de dire il faut exalter ce qui est humain en nous, ou quelle est notre humanité, mais on ne peut répondre à cette question que si dans le terme de nature humaine, on se pose la question de ce qu'est la nature. Et les Grecs se posent la question de la nature et non pas de la nature humaine. En ce sens, les Grecs, d'une certaine manière, ne sont certainement pas humanistes. Et voilà, ça c'est un aspect important. Oui, bien sûr. C'est excellent parce que tu me donnes la transition vers la Renaissance. Et à la Renaissance, on a cette espèce de transformation assez radicale, si je peux me permettre ce mot, parce que on veut rendre un peu l'homme autonome par rapport à l'idée de Dieu et tout ça. C'est-à-dire que l'homme, vu qu'il est inachevé, peut justement travailler à sa nature, ce qu'on retrouve un peu chez Pic de la Mirandole. Mais il y a cette idée que aussi si on loue l'homme, on loue la création de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? C'est quoi la spécificité par rapport à cette question du devenir de l'homme? Mais je te pose des questions très larges. Mais... Oui, qui sont très très larges. Alors là, je fais un tout petit aparté sur le livre justement. Parce qu'en fait, notre discussion et mes difficultés de notre discussion reflètent les difficultés de mon propre livre, qui sont que j'en suis ravi, mais le panorama historique m'a été demandé par l'éditeur. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on m'a dit de Pindar à Nietzsche, et après, qu'est-ce qui se passe? Allez, en 200 pages. Voilà, dans 200 pages, où j'avais moi par ailleurs d'autres choses à dire. Donc le chemin qui ressemble un peu au tracé, au panorama philosophique, que j'aime pas tellement, va prélever en réalité de manière non pas arbitraire, mais en tout cas partielle ou partielle, un certain nombre d'éléments dont moi j'avais besoin pour construire ensuite ce qui est la suite du livre, une réflexion critique et éthique sur ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, de cette injonction « deviens ce que tu es ». Donc, alors, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Il se passe évidemment beaucoup de choses à la Renaissance, que moi je prélève, à la Renaissance, au fond avec une émancipation intellectuelle des attendus de la théologie. Au fond, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la philosophie, l'art, la politique vont peu à peu
sortir de leur allégeance, ou parfois de leur esclavage, à la théologie. C'est-à-dire d'une part au dogme, et d'autre part à une certaine conception de l'homme qui, au fond, empêche son épanouissement. La question du péché originel, la question de la corruption de l'homme, hein, et évidemment tout ce qui va avec, un certain type de mépris du corps, de mépris des plaisirs, précisément. Bon, tout ça sont des choses très un peu cliché de parler de la Renaissance comme ça, mais en tout cas ce qui se passe, je pense que cet affranchissement de la théologie est évidemment un aspect très important, c'est que justement, comme tu le dis, il va y avoir au fond un glissement entre la corruption de l'homme et son inachèvement. Évidemment, l'homme est une créature finie et imparfaite. Sauf qu'au fond, ce qui va changer, au lieu de s'en plaindre, hein, et au lieu de rabaisser, de mépriser l'homme pour la plus grande gloire de Dieu, au fond, on va chercher chez Dieu, on va solliciter Dieu pour lui dire, au fond, mais si tu nous as fait inachevés, indéterminés, imparfaits, c'est que nous avons, d'une certaine manière, une marge de manœuvre vers la détermination, vers vers la perfection. Oui. Donc se repose la question de cette question « deviens ce que tu es », dans l'accomplissement d'une nature qui n'est pas achevée. C'est le problème également du libre arbitre, hein, que va contester notamment toute la réforme, etc., évidemment, mais au fond on a ce paradoxe que Dieu est tout-puissant, que l'homme est pécheur, mais que Dieu lui a au fond donné le libre arbitre, la liberté. Et la théologie fait des contorsions incroyables pour associer la liberté de l'homme et sa corruption fondamentale, ce qui est évidemment très compliqué. Et je pense que les chrétiens les plus conséquents sont ceux, hein, comme les calvinistes, comme les premiers luthériens, comme les jansénistes, sont ceux qui, dans une ascèse redoutable, hein, pensons à Pascal, nient la liberté de l'homme. Bon. Ils sont plus conséquents avec l'homme. Voilà. Je pense que fondamentalement, le christianisme est un anti-humanisme. Voilà. Bon, mais ça, c'est comme le socialisme des pays de l'Est dans les années 60. Le socialisme est devenu humaniste. Il y a toujours un moment où on va un peu récupérer en réalité chez l'adversaire. Donc ce que je veux dire, c'est que l'humanisme de la Renaissance est un humanisme en ce qu'il donne cette chance de l'indétermination, de l'imperfection et de l'inachèvement pour dire, au fond, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été créé comme créateur. L'homme est un créateur. Il est créateur de soi, non pas de la nature, ça c'est la création, mais il est créateur de lui-même, hein, pour répondre à cette énigme qu'est l'inachèvement et l'imperfection de l'homme. Et ça correspond évidemment à tout ce qui se passe à la Renaissance et à l'âge classique sur, au fond, l'ouverture d'un monde clos vers un univers infini, hein, comme disait Poiret, cette idée que l'homme est un être fini, pourtant pétri d'infini. Voilà. Que ce soit la liberté, que ce soit pardon, que ce soit la vertu, que ce soit la pensée, tout ce qui fait la nature humaine a potentiellement ou virtuellement une puissance d'infini. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la réalisation de soi, sur les potentialités. C'est évidemment la question de la virtualité. Deviens ce que tu es, pose la question de l'actualisation de virtualité. Oui, bien sûr. Donc, alors, connaître la virtualité, c'est quelque chose connaître le virtuel, c'est une affaire très, très difficile, puisqu'au fond, la connaissance est déjà une actualisation. Donc, comment on fait pour actualiser le virtuel? Ce sera une grande question chez Leibniz, par exemple. Hein, et cette actualisation est toujours limitée chez l'homme. Dieu est une actualisation absolue de virtualité
absolu. Ouais, ouais. Mais il est le seul. Bon. Donc nous sommes au fond pétris, nous sommes des hybrides de virtuel et d'actuel, hein, de choses réalisées, de choses conscientes, de choses connues, de choses senties, de choses accomplies, d'actes accomplis. Et en même temps, nous sommes une espèce de machine infinie d'actualisation, de production de réel à partir de virtualité qui demande à être dépliée. Et au fond, c'est ce qui se passe à la Renaissance, pour le dire très très vite, et qui va évidemment ouvrir des perspectives de création artistique, politique, philosophique, éthique à l'homme comme sculpteur de lui-même. Oui. Ce qui au fond est pas simplement un retour, mais en tout cas un hommage, un écho à la philosophie, à l'éthique grecque, hein, où le corps et l'esprit sont des entités dont il faut prendre soin, dont il faut avoir souci. Hein, Foucault a beaucoup travaillé sur le souci de soi, oui, dans l'Antiquité. Donc voilà, à la Renaissance, on revient à l'idée que le pouvoir humain d'actualisation de virtualité est une chance pour la nature humaine, d'une certaine manière. D'accord, tu as lancé l'expression, ça y est, sculpture de soi. Ça peut nous faire un pont vers Nietzsche. Ouais. Bon, je saute très vite, mais d'ailleurs tu dis, par rapport à cette finitude et cette infinitude, qu'elle apparaît d'ailleurs comme angoissante chez Pascal. C'est-à-dire que nous sommes créateurs de nous-mêmes, nous sommes dans l'incomplétude, etc. Mais elle prend aussi des aspects parfois qui peuvent être assez terrorisants. Ouais, l'infinité, autant que la finitude, peuvent faire peur. Mais excuse-moi, c'est juste pour revenir à Nietzsche. Alors, on a commencé cet entretien par un paradoxe. On peut en venir à Nietzsche par un autre paradoxe, qui est que pour se connaître soi-même, il ne faudrait avoir aucune conscience de ce que l'on est. Oui. Ah, alors ça, c'est ce que problème. Oui, c'est ce que Nietzsche écrit dans Ecce Homo, dont le sous-titre est comment on devient ce que l'on est. Donc c'est une des autres occurrences. Tu évoquais celle du gai savoir, que tu dis ta conscience, tu dois devenir ce que tu es. Qui tu es d'ailleurs, je crois, dans le gai savoir. Et le sous-titre de Ecce Homo, comment on devient ce que l'on est. On sait que Ecce Homo est une espèce d'autobiographie intellectuelle, hein, de reconstruction, de bilan de 10 ans de production philosophique. Très très beau texte. Et donc ce sous-titre, comment on devient ce que l'on est, il y a évidemment ce côté qui peut agacer ou faire sourire chez Nietzsche, de grande louange de soi-même, dans différents chapitres. Comment j'écris de si bon livre, pourquoi j'écris de si bon livre, pourquoi je suis si malin, pourquoi je suis si sage, etc. Bon. Qui est une lutte, ça, c'est pas le moment d'en parler maintenant, mais oui, qui est une lutte aussi contre au fond le ressentiment et la haine que dissimule la fausse modestie, hein, ou le rabaissement de soi. Voilà, donc il y a une stratégie stylistique chez Nietzsche dans la mégalomanie. Hein, on ne réglera pas tout en disant qu'il est en train de devenir fou, donc forcément il s'auto-exalte. Il y a une stratégie philosophique dans la louange de soi. Bon, mais c'est une autre question. Et donc il parle de ses livres, hein, il parle de sa manière de ses manières de vivre, le choix du climat, le choix de ses lectures, le choix de ses relations sociales, etc. Évidemment beaucoup l'analyse de ses livres, texte très synthétique et très intéressant sur ce qu'a été sa mission, sa tâche. Et puis, il y a un moment, il dit, bon, il va bien falloir tout de même que je réponde à cette question que je pose moi-même, comment on devient ce que l'on est, et il donne un certain nombre de réponses, qui sont des réponses au fond assez déceptives, hein, qui sont faites pour décevoir. Bien, pour devenir ce que l'on est, dit-il, il faut commencer par ne pas du tout savoir ce que l'on est. Pourquoi ? Parce que si on commence
par une définition de ce que l'on est, alors soi-même à titre personnel, hein, je suis tel et tel, moi je suis comme ça, etc. Ou alors au niveau philosophique de ce qu'est l'homme. Hein. L'homme est libre, l'homme, tous les hommes sont égaux, je parle de ça parce que Nietzsche est plutôt hostile à l'égalité entre les hommes, ouais. Dignité, etc., les droits naturels, peu importe, de quelque manière qu'on définisse les propriétés de la nature humaine. Si on commence par la définir de manière abstraite, hein, on est sûr de bloquer dès le départ toute possibilité de devenir. Hein. On va essayer de remplir un certain nombre de critères qui sont le plus souvent des préjugés. Bon. Donc, d'un point de vue strictement personnel, si, je ne sais pas, prenons un exemple, si, un exemple un peu plat comme ça, si à 15 ans, je pense à des émissions comme La Nouvelle Star, par exemple, hein, si à 15 ans, 20 ans, on est convaincu qu'on est une star du pop, hein, de la pop, que font ces jeunes personnes que je n'accuse pas elles-mêmes? Moi, j'accuserais plus un système médiatique qui crée ainsi de ça, mais on voit comment ça se passe. Ces jeunes personnes imitent, hein, se mettent à faire exactement, à avoir le même corps, la même voix, les mêmes musiques, etc., comme modèle. Qu'est-ce que c'est une star de la pop? Voilà. Puis j'imite, etc. Puis je vais devant la télé, tout ça ressemble à ce que c'est que le succès, ce que c'est que le talent, etc. Et puis, il y a sans doute des capacités, des potentialités, et puis tout ça s'effondre, s'écroule la plupart du temps, parce que, au fond, le but a été posé avant avant le chemin. Et là, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire que en réalité, on n'emploie pas des moyens pour réaliser un but. On définit peu à peu le but à partir du chemin qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre. Voilà. Ça, je crois profondément à ça. C'est-à-dire que si on doit faire de la musique, si on doit chanter, si on doit devenir une star pop, on commence devant son miroir dans sa chambre, très bien. Bon, je reste sur cet exemple-là. Et à un moment donné où on ne peut pas faire autrement que prendre un chemin. Et le chemin, par expérience ou par connaissance, peut nous faire entrevoir vers quoi, en réalité, nos instincts vont. Notre inconscience ou notre intuition, ou que sais-je. C'est-à-dire que ce que dit Nietzsche, c'est que les instincts, hein, lui parle donc en termes d'instinct, de pulsion, d'inconscient, hein, souvent, de soi, hein, qui l'oppose au moi. Les instincts cherchent à savoir ce qui peut augmenter leur puissance, au fond. Hein, évidemment, tout ça c'est compliqué, il y a une pluralité d'instincts, il y a une hiérarchie, il y a en tout cas une organisation. Hein, c'est le modèle de l'organisme, comment tout cela tient ensemble et peut croître, hein, peut augmenter, Nietzsche dirait en puissance. Et au fond, la manière dont un chemin, hein, dont l'effectuation d'une puissance se met en branle, ça se fait de manière d'abord inconsciente. Et peu à peu, moi, le jeu, la conscience, ne va faire que comprendre ou reconnaître ce qui est en train de se passer au niveau de la configuration pulsionnelle. Donc, si la conscience projette un but en tant qu'il a été défini, comme voilà, un chanteur pop c'est ça, un philosophe c'est ça, la réussite c'est ça, le bonheur c'est ça, l'homme c'est ça, la politique c'est ça. Évidemment, il y a une espèce d'abîme entre le moment où on commence, dans la plus parfaite impuissance, puisqu'aucune puissance n'est encore effectuée, et le but projeté, abstrait, qui ne permet à aucun moment en réalité de construire le chemin. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est l'organisation pulsionnelle qui n'est pas simplement
qui est tout sauf fixe, mais qui est justement le devenir. Et si on prend l'exemple d'un bébé, comment ça devient un bébé, hein, comment peu à peu ça prend conscience, hein, comment son intellect, j'allais dire, reconnaît les visages, comment il reconnaît l'espace extérieur, comment il découvre ses propres puissances d'agir, comment un enfant apprend à marcher, comment il apprend à parler. Aucun enfant, en se développant, ne se dit évidemment « je serai un homme qui marche et qui parle ». En revanche, il y a quelque chose en lui qui pousse à la station debout, qui pousse à l'articulation. Et la connaissance ou la puissance d'agir sont toujours cette manière la connaissance est toujours cette manière de reconnaître comment une puissance d'agir s'effectue. Voilà. Donc la connaissance, pour Nietzsche en tout cas, elle est tardive et elle arrive après. Et ça, à titre personnel, j'aurais beaucoup d'exemples de ce constat-là, chez moi et chez d'autres. Chaque fois, par exemple, que j'ai pris une décision, je dis, c'est décidé, je dois faire ceci. Chaque fois, j'ai eu l'impression que ma décision était une rupture ou un grand changement, changer de vie, changer d'activité, ou voilà, peu importe. Chaque fois, j'ai cru que, on croit toujours que c'est que ma liberté et mon courage me permettaient de prendre une décision importante. Ouais. On le croit tous. Et chaque fois que je l'ai prise, je me suis rendu compte qu'après, une fois qu'elle était prise, il y avait comme une baudruche qui se dégonflait, d'un côté, ouais. Mon courage et ma décision, et qu'en revanche, une espèce de cohérence absolument inconsciente, qui ne dépendait pas de moi, s'éclairait, et qui me faisait dire, mais évidemment, c'était la seule chose que je pouvais faire. Et donc, ça c'est une manière de dire, de manière presque un peu prétentieuse, moi je suis ravi d'avoir pris cette décision, j'ai pris une bonne décision. Bon, très bien, ou alors on peut dire j'ai pris une mauvaise décision. Mais ça on ne le sait qu'après. Et la forme même de la décision, hein, qui nous renvoie à ce qu'on disait avant, sur la question du libre arbitre, je veux ceci, je ne veux pas ceci, je dis oui, je dis non, en réalité la décision, et de manière plus large, la conscience, arrive toujours après. Après que des décisions, c'est-à-dire des choix et des discriminations, des réorganisations, des reconfigurations, se sont passées à des niveaux qu'on peut appeler inconscients, infraconscients, par ailleurs aussi collectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas le seul élément, on n'est pas comme subjectivité le seul élément qui construise une décision. Il y a évidemment sans cesse et tout le temps des effets de rencontre, des effets d'agencement, dirait Deleuze, la manière dont ce que nous sommes, ce que nous faisons, les puissances que nous effectuons se connectent à d'autres réalités qui nous permettent de croître. Et au fond, les puissances qui ont à s'actualiser en nous, hein, je reprends l'exemple du bébé qui apprend à marcher, qui apprend à parler, ou quelqu'un qui commence à faire des études, ou à apprendre un métier manuel, ou qui commence à aimer, ou qui commence... peu importe, hein, toute effectuation de nos puissances s'effectue, non pas sans nous, mais en deçà du sujet qui dit « je suis ceci, je fais ceci, je veux ceci ». Bon. Ça, je le crois profondément, ce qui n'est pas rabaisser l'homme, me semble-t-il, mais au contraire, l'ouvrir à une dimension qui ne fasse pas une entière confiance ou qui à la question de la discursivité du jeu, c'est-à-dire, ça sont de vastes questions, à la question du sujet, hein, qui nous placerait, je l'esquisse un peu dans le livre, devant la question de la différence entre un individu et un sujet. Ouais. Voilà. Oui, alors ça nous fait arriver, en fait, ce que tu disais par rapport à... On dirait parce qu'il y a une opposition chez Nietzsche finalement entre connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Parce que si tu te connais, tu te fixes, ou je sais pas, quelque chose qui empêche le devenir de se faire.
Ça nous mène un peu à la psychanalyse freudienne, entendons, parce que là où était le ça doit advenir le moi, c'est-à-dire que on a encore cette fois-ci une attitude de conquistador par rapport à l'inconscient, et qui peut là aussi pas être très favorable à devenir vraiment ce qu'on est. Là encore, on a une sorte de prise de pouvoir de l'intellect. Par rapport à la psychanalyse, cette question-là de devenir ce qu'on est, Alors, la psychanalyse est évidemment a été, j'espère qu'elle est toujours, j'en sais rien, mais la psychanalyse a été évidemment une formidable aventure. Ouais. Mes objections à la psychanalyse ne touchent pas une seconde mon admiration pour ce qui s'est joué avec cette découverte. Je vais prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire par la fin. Je vais parler de la psychanalyse par les effets communs et grossiers qu'elle a eu sur nous. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui tous des singes de la psychanalyse. Nous sommes tous des psychanalystes de nous-mêmes et des autres. Nous avons tellement, croyons-nous, intégré certaines catégories de la psychanalyse, certains résultats de la psychanalyse, que nous en avons fait le moyen extrêmement envahissant de tout expliquer. Bon. Il y a dans ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie au sens commun, lui c'est un fin psychologue, ou la psychologie quotidienne, il y a un certain nombre de structures de ce qu'est une personne, de ce qu'est l'inconscient, de ce qu'est le désir, de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est le discours, qui nous viennent de la psychanalyse, prodigieuse aventure, et qui ont été, au fond, sclérosés, asséchés en une espèce de petite boîte à outils. Bon, voilà. Et donc notre rapport à notre propre inconscient ou à celui des autres est devenu extrêmement oppressif et répressif, même dans la vie quotidienne. La manière dont on coince quelqu'un, par exemple, avec les lapsus, dont on coince quelqu'un avec le déni. Chaque fois que quelqu'un vous dit non, on lui répond bah oui, si tu dis non, c'est que ça veut dire oui. Non, il y a des... Bien sûr, on le voit sur la question du désir des femmes aujourd'hui, par exemple. Sur le oui et le non, le consentement, etc. Ça, ce sont des conséquences lointaines de la manière dont nous avons grossièrement articulé l'inconscient et la conscience. Donc ça, c'est une première chose qui me semble extrêmement importante. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que, et préjudiciable, c'est que la psychanalyse a déclenché des flots logoréiques, c'est-à-dire des flots de discours. Chez tout le monde, chez moi y compris, quand je te réponds, ça dure un quart d'heure, c'est trop long. On parle trop, on parle beaucoup trop. Et on a l'impression, non seulement que en parlant, en analysant, en revenant sur, on a l'impression d'avancer beaucoup sur une espèce de modèle atténué de l'analyse, c'est-à-dire qu'au fond, la discursivité consciente va finir par dénouer, remettre en place des problèmes infraconscients. Et d'autre part, cette idée que le langage ou que la parole en elle-même accomplit et résout ces puissances dont nous parlons. Voilà. Ce qui me frappe au contraire, c'est que il y a toujours un moment où dans la création, alors là c'est très sensible chez les artistes, mais je pense que c'est
ça l'est chez chacun de nous, ça l'est chez Nietzsche par exemple, où la création, fût-elle philosophique, paradoxalement, est silencieuse. C'est-à-dire que de la même manière que nous disions à l'instant, si l'on pense se connaître, on n'a aucune chance de devenir ce que l'on est, si on parle trop de soi, on n'a aucune chance de se connaître. Et je pense que par exemple, Freud a refusé de psychanalyser Rilke. Il y avait une entremise par le Andreas Salomé entre Rilke, qui allait pas bien, et Freud a dit il faut pas toucher. Freud a été très malin, il ne faut pas toucher. Il dit peut-être souffre-t-il d'un point de vue psychique, mais je fais un peu une paraphrase grossière de la lettre qu'il a adressée à Andreas Salomé, mais il lui a dit mais si je commence à faire le ménage, si je commence à lui remettre l'inconscient en place, il y a quelque chose qui va s'arrêter d'un point de vue de la création. Alors, moi je ne parle pas de il faut souffrir pour créer, etc. Bien sûr. Je parle du silence. En philosophie, que ce soit chez les Éléates, chez Nietzsche, chez Wittgenstein, chez un certain nombre de philosophes, il y a un horizon qui est celui du silence, de la non-discursivité, qui peut tourner au mystique chez certains, mais ou en tout cas qui peut tourner aussi au silence prudent et sceptique, qui fait que les moments où on accomplit quelque chose, où on devient, où on effectue une puissance, sont des moments extrêmement silencieux, mais silencieux à tout point de vue. Or, et là je vais très vite et je caricature, le fait que chez Freud, par exemple, la parole analytique, la parole dans la cure, libère, réorganise, reconfigure, remet en place des choses, c'est-à-dire, comme tu le disais, que le moi conquiert une partie du territoire de l'inconscient, comme disait Freud, on a asséché le Zuiderzee, ce modèle néerlandais, conquête. Il y a de l'eau, il y a des marécages, si on veut construire la civilisation, il faut assécher. Il a raison, c'est la fin du Faust II de Goethe, la grande activité de l'homme, c'est assécher les marais, faire des digues, canaliser les eaux, etc. C'est la civilisation, évidemment. Il y a un prix, ça, Freud le sait. Malaise dans les civilisations, avenir d'une illusion, ce sont des analyses de l'immense prix à payer pour les renoncements culturels, les renoncements pulsionnels qu'exige la culture. Donc, chez Freud, l'idée que la parole libère et réorganise l'inconscient, et d'autre part, à l'autre bout, je vais trop vite, que, par exemple, pour Lacan, l'inconscient soit structuré comme un langage, on a là deux pôles de la conception de la psyché de l'homme qui ne nous permet pas, me semble-t-il, de saisir ce dont il est question quand on parle d'effectuation de puissance. Et ce n'est pas pour rien, avec les défauts qu'a ce livre, mais ce n'est pas pour rien que Deleuze et Guattari produisent un anti-Édipe qui redéfinissent le désir, qui redéfinissent le rapport du sujet à la société, etc. Au fond, qui fait du désir de grandes machines de production qui sont toujours déjà prises dans le socius, dans la société, et qui repose évidemment la question de l'individuation, de comment on devient un individu à tous les niveaux, infra-personnel et supra-personnel, au fond à des niveaux instinctuels, j'allais dire, instinctifs, et à des niveaux collectifs, politiques. Donc la psychanalyse de ce point de vue-là ne me semble pas sortir d'une certaine conception de la subjectivité qui entend opposer pour redéfinir leur rapport le sujet dans son intimité, dans l'opacité que représente, on aurait dit à l'époque classique, ses passions, et que la psychanalyse appellera
l'inconscient, les pulsions, d'un côté, et de l'autre, la manière dont, et c'est ça qui est grand dans la psychanalyse, la manière dont un sujet peut vivre sans trop souffrir dans une société. Voilà. Donc la psychanalyse vise à remettre en place des choses, hein, pour un bon fonctionnement. En cela, elle est adaptative aussi. Elle adapte à une société qui peut-être elle est malade. Ok, c'est un autre point. Tout ça. Mais ça, Freud n'était pas loin de le dire. Hein. Ouais. La société est malade. Hein. Le malaise dans la culture, le malaise est un mot faible. Mais ce qui est passionnant, et ça, c'est un point commun entre Nietzsche et Freud, c'est la manière dont la religion fonctionne au niveau collectif, comme la névrose fonctionne au niveau individuel. L'idée que les grandes productions axiologiques, les grands systèmes de valeurs de nos cultures, fonctionnent comme des névroses. Ce qui me paraît à la fois vrai et important. C'est vrai, c'est vrai. Ben, ça nous mène à une question, vu que l'individu en sorte, l'individu est un acte, j'ai lu cette phrase dans ton livre, c'est très lié à la création, et il y en a qui voient ça aujourd'hui, alors on n'est pas obligé de citer le monsieur qui parle de ça, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, de façon un peu générale d'ailleurs, pas forcément chez Jacques Attali, pour ne pas le nommer, l'individu, devenir soi, c'est triompher dans la société ultralibérale. C'est-à-dire, c'est avoir du succès, devenir ce qu'on est. Oui, alors... Il y a un problème quand même. Alors, ce à quoi tu fais allusion, tu veux pas un passage très drôle dans ton livre. Un passage très drôle dans ton livre. Oui, je me suis acharné sur un bouquin d'Attali qui s'appelle Devenir soi. Qui est vraiment une horreur. Mais non, en réalité, je suis tombé sur... Je n'ai jamais lu Attali, sauf ce qu'il a fait avec Mitterrand. Mitterrand l'a sauvé, je pense. Bien, bref. Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que on peut constater très rapidement que deviens ce que tu es, devenir soi, etc., fonctionne aujourd'hui comme un slogan, et il suffit de taper deviens ce que tu es sur Internet, voilà. Alors oui, on tombe sur Nietzsche sans doute, mais on tombe sur tous les sites possibles de développement personnel, de coaching, on a des gourous. Devenez vous-même, l'armée. Devenez vous-même, l'armée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... c'est une espèce d'injonction à affirmer son identité, dit-on, dont on voit, et c'est là que Attali me semble absolument symptomatique, que affirmer son identité, son autonomie, son indépendance, etc., correspond très exactement aux attendus de l'ultralibéralisme. Voilà. Une autre version de ça, ce serait devenez l'entrepreneur de vous-même, ou soyez votre start-up, etc. Investissez-vous. Investissez-vous. Le capital humain, etc. Donc, avec cette perversion qui fait que tous ces discours-là se sont rattachés aussi à la notion d'investissement en psychanalyse. Hein. Bon. C'est intéressant ces termes-là, en termes de production. Le fait est que l'injonction à devenir soi, qui souvent se réduit à lâchez-vous, libérez-vous, hein, c'est-à-dire qu'au fond, dire à quelqu'un devenez vous-même, devenez ce que vous êtes, c'est toujours d'une certaine manière, on le voit, hein, on fait ça même avec les amis, c'est oh là là, tu es coincé, lâche-toi, hein, tu n'oses pas dire non, dis non, tu n'oses pas dire merde, dis merde, tu n'oses pas changer de boulot et aller élever des chèvres en Lozère, fais-le. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Ouais. Et en réalité, très vite, on se rend compte que, d'ailleurs, les DRH ont compris ça très très bien, parmi les plus avancés dans les entreprises, on essaye non plus
de tenir le salarié comme un bon ouvrier, mais de l'inciter. L'incitation, je voudrais y revenir, c'est très important. L'inciter à s'épanouir, l'inciter à être heureux, l'inciter à faire autre chose, etc. Donc il y a une espèce de conception de l'épanouissement comme ça. Alors améliorer les conditions de travail, évidemment, évidemment. Mais surtout améliorer les conditions de non-travail, c'est-à-dire d'être autre chose qu'un travailleur. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit bien que l'injonction du travail sur soi, de l'augmentation des compétences, de l'augmentation des performances, d'une définition plus claire de ce que nous sommes, voilà, de ce que nous voulons, de ce que nous aimons, de ce que nous voulons posséder ou réaliser. Tout ça correspond parfaitement, s'adapte parfaitement à la société, au fonctionnement ultralibéral dans lequel l'individu est à la fois soumis à des injonctions à la consommation et des injonctions à la performance, généralement pas pour lui-même, évidemment. Donc deviens toi-même, tu seras plus utile d'une certaine manière, et utile à quoi, voilà. Et donc Attali est absolument incroyable, sans parler de son manque de réalisme, en gros, pour devenir vous-même, pour vous affirmer. Bon, si vous êtes chômeur, créez votre entreprise. Si vous êtes salarié, amusez-vous dans votre boulot, ou alors changez-en. Voilà, enfin, si vous n'êtes pas heureux d'aller à l'usine, faites du bricolage le dimanche. Mais ce sont des choses qu'il dit. Hein, voilà. Ces grands exemples et modèles, c'est les grands chefs d'entreprise d'ailleurs. Oui, c'est tout le monde. Hein, c'est tout le monde. Oui, il y a évidemment le modèle du chef d'entreprise, un peu de la même manière dont le philosophe américain d'origine japonaise, Fukuyama, dans Le Dernier Homme, à la fin de l'histoire, réactiver le modèle nietzschéen en disant le surhomme, c'est le grand sportif, le grand entrepreneur, le grand politique. Attali et d'autres ont pour modèle ceux qui ont réussi, hein, ce qui lui permet de mettre sur le même plan, vraiment, hein, textuellement, je cite les pages, mettre sur le même plan Mozart, Michel-Ange, Bush, Thatcher, l'abbé Pierre, Bouddha, Mahomet, enfin voilà. Il les classe un peu, hein, sauf qu'il met Marx parmi les artistes, ce qui m'a fait beaucoup rire. Marx est dans la liste des artistes à côté de Vivaldi. Enfin, bon. C'est absurde. Mais ce qui est absurde surtout, c'est que, au fond, il y a un exemple très 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 frappant. C'est à un moment, Attali dit un des bons moyens de... alors d'abord, oui, c'est ça. Chez Attali, ce qui est très important, c'est qu'il faut arrêter d'être résigné, mais il faut arrêter de réclamer. Voilà. C'est une manière de dire, n'attendez rien de personne, et surtout pas de l'État, enfin du service public, hein, pour le dire rapidement. Donc arrêtez de réclamer vos allocations familiales et tout ça, il ne le dit pas comme ça, mais arrêtez de résigner, c'est-à-dire bougez-vous, bougez-vous. Voilà. Bon. Savoir d'où viennent et quelle est la portée des chaînes qui nous empêchent de nous bouger, ça, c'est pas son problème. Mais à un moment, Attali commence à donner un peu des chemins, des solutions, et il dit, bon, pour devenir soi-même, il faut quoi? Il faut assumer sa sexualité, il faut assumer de travailler, il faut, etc. Et il dit, par exemple, regardez, Bush, George Bush, quand il était jeune, il était drogué, puis ouais, il est devenu président de la République, hein, il a pris sur lui, il a fait un travail sur lui, il s'est dit, là, la drogue, j'arrête, etc. Des propositions absolument absurdes. Mais Attali et d'autres sont vraiment des symptômes aigus de ce qui circule en nous, entre nous, tout le temps. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On le voit par exemple avec les dépressifs. Hein. C'est très compliqué de dire à quelqu'un « bouge-toi ». Mais bouge-toi. Tu ne peux pas sortir de ton lit. Lève-toi, c'est facile. Va faire du sport, machin, etc. Ce que ces injonctions occultent, ce sont les fonctionnements profonds de l'impuissance.
c'est-à-dire de l'empêchement de la puissance. Donc, et le problème est déjà politique. C'est-à-dire que pour comprendre comment s'effectue, quels sont les processus, quel est le devenir des effectuations de puissance, référence de passage à Spinoza, il faut comprendre comment les puissances sont continuellement empêchées par d'autres puissances. Ça, c'est une grande question de Spinoza, c'est une grande question de Nietzsche, une question qu'il y a toujours à se poser à nouveau. Comment s'organisent, alors on dirait d'un point de vue politique, les rapports de force, les dispositifs de pouvoir, dirait Foucault, de quelque manière qu'on le traite, le travail sur la puissance, sur l'actualisation de virtualité, est toujours amené en même temps avec une analyse, et c'est ça qu'on pourrait appeler la critique, avec une analyse des puissances d'empêchement, des productions d'impuissance. Et il serait facile de montrer que toutes ces injonctions à devenir soi, à être soi-même, à se réaliser, etc., sont toujours la face brillante et fleurie d'assignation à des systèmes d'impuissantisation. Voilà. Comment rendre impuissant? Ça, ce sont de grandes questions aujourd'hui, me semble-t-il. D'accord. Et ça me mène à notre conclusion. Que j'ai cru comprendre à la fin de ton livre, que tu suggères en tout cas, que la vie, alors évidemment, il faut prendre le contexte du livre, mais que la vie consiste de façon assez essentielle à résoudre des problèmes. Alors, je voulais savoir, c'est pas une question piège, vraiment, pas du tout, mais chez Nietzsche, à un moment de son œuvre, je crois que c'est dans Le Gai Savoir, je crois, qu'il dit que la vie ne consiste pas à la conservation, parce que la conservation, c'est qu'un état finalement assez faible de l'expression de la volonté de puissance, disons-le comme ça. Et il dit justement que c'est plutôt la surabondance, le gaspillage, c'est une espèce de jaillissement qu'on ne peut pas empêcher, quelque chose d'énorme. Et il y a ce paradoxe, alors comme je sais que tu as écrit beaucoup de choses sur Nietzsche, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette vision où la vie consiste à résoudre des problèmes, et cette conception, je ne sais pas si c'est complémentaire, où il y a une sorte de surabondance, au contraire, où la créativité va en jaillissant? Alors, ça a un rapport, oui, il y a un rapport, mais ça obligerait à réarticuler différemment. Ouais. Le rapport, il est dans le fait que la résolution d'un problème, je vais revenir là-dessus, il faut que j'explique un tout petit peu pourquoi je dis que fondamentalement la vie consiste à résoudre des problèmes. Bien sûr. C'est que fondamentalement, résoudre un problème, c'est augmenter en puissance. Un problème, on parlait d'impuissance ou de blocage, d'empêchement d'effectuation. Un problème, c'est ça. Un problème mathématique, il faut passer à travers. La solution à un problème mathématique est un déploiement. On déploie la pensée, on déploie les formules, on déploie les axiomes, on a des outils, mais on déploie quelque chose qui va donc se réaliser. Résoudre un problème, quand on voit un animal devant une porte fermée, c'est absolument incroyable. Des animaux qui ne peuvent pas ouvrir les portes, il y a d'autres qui le peuvent, d'autres qui l'apprennent. Moi, j'ai vu mon chat apprendre, après s'être posé d'infinies questions dans sa petite tête de chat, comment ouvrir la porte. J'ai vu ce chat des heures à gratter à la porte, et puis à un moment donné, il a sauté sur la poignée de porte, et ça marche. Il n'a plus cessé de le faire. Bon. Il a augmenté sa puissance. Il a résolu un problème. Voilà. La porte fermée, tout problème est une porte fermée. Pour que ça devienne un problème, il faut avoir l'intuition ou la volonté de se dire une porte fermée peut être aussi ouverte. Comment on fait? Bon. Donc, toute résolution de problème est une augmentation de puissance, de toute façon. Bon. Et c'est là qu'on peut articuler.
la question alors je ne veux pas trop développer la question de l'instinct de conservation opposé à la volonté de croître chez Nietzsche. Effectivement, Nietzsche dit que l'instinct de conservation n'est au fond que la moitié de la volonté de puissance. C'est-à-dire comment on fait pour maintenir quelque chose, maintenir une puissance que l'on a, celle de vivre, d'exister, de se mouvoir, bon, face à des agressions qui voudraient nous réduire. Donc évidemment, de ce point de vue-là, se conserver, c'est déjà augmenté, puisque si je ne cherche pas à me conserver, je suis détruit. Hein. Quand je me soigne, je veux récupérer une puissance qui était mienne. Donc. Mais il y a une continuité qui fait que la conservation n'est pas le dernier mot de la puissance, dans la mesure où la puissance veut croître au-delà d'elle-même tout le temps. Donc, et ça n'est pas toujours le langage de Nietzsche quelquefois comme ça, mais ce n'est pas toujours des explosions, des surabondances, des excès. C'est simplement que la conservation, c'est une manière, au fond, de faire avec les de se comporter, de dealer, j'allais dire, le mot n'est pas beau, avec les problèmes non résolus. Voilà. Comment je fais, moi, ce qui est déjà au fond un problème, pour vivre entouré des problèmes qui sont ceux de la maladie, de l'agression, de l'argent, de toutes ces choses-là. La résolution des problèmes oblige de toute façon à une bascule. C'est-à-dire que quand on commence à entrer dans un problème ou à résoudre une équation, on n'est pas au bout tout de suite. Bon, en mathématiques, on peut résoudre, j'imagine, il ne connaît pas bien en mathématiques, complètement un problème, à un moment où le problème disparaît dans la résolution. Bon. Cette histoire de résoudre des problèmes, elle me vient en réalité de Canguilhem, historien des sciences, qui a beaucoup travaillé sur la biologie et qui a beaucoup travaillé sur la définition de la vie organique, la vie cellulaire, etc. Et qui emploie, comme tous les penseurs, une métaphore ou une analogie qui est pourtant très pertinente et qui dit que la vie, l'organisation biochimique de la vie, passe son temps à résoudre des problèmes. Et ça, résoudre des problèmes, c'est marche ou crève. C'est-à-dire que si une cellule ne trouve pas le moyen de s'incorporer une autre cellule, ou que sais-je, elle va disparaître. Hein. Ça n'existe pas, se conserver pour la vie. Hein. C'est déjà... Si on est toujours contraint par l'extérieur, forcé à rapetisser, se conserver, c'est déjà réaugmenter chaque fois, juste pour ne pas perdre le terrain. Bon. Donc, cette idée chez Canguilhem que la vie consiste à la vie biochimique, hein, mais qui est un modèle analogique pour la vie éthique et la vie politique, cette idée que la vie consiste à résoudre des problèmes et que, ça Foucault le reprendra, l'erreur, la possibilité de l'erreur est inscrite dans la vie. Et évidemment, la possibilité de l'erreur est inscrite dans le problème. S'il n'y avait pas de possibilité d'erreur, le problème à résoudre ne serait pas un problème. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une mise en jeu, une mise en jeu et une remise en jeu. C'est-à-dire que est-ce qu'on va passer au travers de quelque chose qui empêche justement l'effectuation d'une puissance. Donc, en ce sens, oui, résoudre un problème, et je conclus plus ou moins par cette formule que je répète être déceptive. Hein, ce n'est pas une grande réponse, c'est une petite réponse modeste, mais c'est que devenir ce que l'on est n'est pas atteindre un but qu'on se serait fixé, hein, même si ça arrive tout le temps, tout ça, hein. Mais ça consiste à comprendre le tissu que nous sommes de problèmes déjà résolus et à résoudre. Voilà. Il me semble que le devenir, de manière générale, je pense que la comparaison entre le déploiement d'un problème
Même, je suis toujours fasciné par les mathématiciens qui écrivent au tableau, lignes, des flèches et des lignes continues. Quelque chose qui était virtuellement dans le problème se déploie. Ce qu'on appelle l'analyse, au fond. Leibniz fait ça de manière incroyable, pas simplement en mathématiques, mais en métaphysique. Leibniz est l'homme qui a eu l'ambition incroyable de résoudre tous les problèmes, à partir, entre autres, de modèles mathématiques. Et ce n'est pas un scientisme, c'est fabuleux. C'est pour ça que c'est le philosophe de l'enveloppement et du développement, on pense au livre Le Pli de Deleuze sur Leibniz, dire que le problème et le couple virtuel-actualisation sont liés. Voilà. Et il n'y a pas d'actualisation qui ne soit pas problématique. Sinon, c'est une réalisation ou c'est un montage. Voilà. Dire quand on reçoit un meuble Ikea, pardon pour la publicité, on monte quelque chose. Alors, quelquefois, on n'est pas... Moi, par exemple, qui suis un très mauvais bricoleur, j'ai quelquefois des problèmes avec un meuble Ikea. Bon. Que je suis obligé de compenser par d'autres choses. Mais pour un bricoleur lambda, monter un meuble Ikea, ça n'est pas résoudre un problème. Ça n'est pas faire un escalier spiralé en bois pour un maître compagnon, par exemple. C'est un autre type de problème. Bon. Mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que réaliser, monter quelque chose dont il y a des pièces prêtes à monter, ou prêtes à porter, j'allais dire, c'est ça la différence entre Ikea et un maître compagnon, c'est que, au fond, la morale devient ce que tu es, que nous avons aujourd'hui dans cette idéologie à la fois psychologisante et ultralibérale, c'est au fond un peu le système Ikea. Il y a les pièces, tu montes ça, tu as fait ça toi-même. Non, je ne suis pas le créateur de ma bibliothèque Ikea. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai monté, d'accord. Bon. En revanche, la question du problème qu'a à résoudre un créateur, par exemple un maître compagnon, puisqu'on parle de montage, mais on peut parler de mille autres choses, le place tout le temps devant la possibilité d'échouer, la possibilité de se tromper, la possibilité qu'une puissance qui veut s'effectuer, qui pousse les murs, qui pousse la porte, soit empêchée et s'effondre. Le bâtiment peut s'effondrer, la psyché peut s'effondrer. Il y a des moments où, si on ne traverse pas les problèmes, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la morbidité, de la maladie. On pourrait parler de la maladie, c'est le même problème. Bien sûr, bien sûr. Les anticorps, les systèmes immunitaires sont des systèmes de résolution de problèmes à longueur de temps. C'est-à-dire que rester en bonne santé, c'est déjà résoudre des tas de problèmes qui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Au fond, combien de fois nous avons tous attrapé un rhume qui ne s'est pas actualisé parce qu'il a été réglé, muselé, verrouillé, éliminé par des choses en deçà de nous. Quand nous déclarons la maladie, c'est déjà trop tard. Il y a sans doute des tas de maladies qui sont passées par nous et qui ont été résolues comme des problèmes par des processus infraconscients. Là encore, mon modèle biologique est une analogie. Mais je pense que la psyché, quand je parlais de la décision, c'est la même chose. Donc voilà, c'est en ce sens que je parle de résolution de problèmes et que je pense que deviens ce que tu es, c'est simplement comprendre la densité du tissu de tous les chemins par lesquels on passe, y compris, et là on rejoindrait peut-être cette histoire de connais-toi toi-même. Peut-être me connaîtrais-je mieux si je savais que la semaine dernière, j'ai failli avoir un rhume et que mon système immunitaire m'en a protégé sans que je le sache. Voilà. Sauf que ce que je sais, ce que c'est la conscience, c'est que je suis en bonne santé ou que j'ai attrapé un rhume, je suis malade. Voilà. Donc, deviens ce que tu es, sont vraiment des affaires d'articulation, de reconfiguration entre, pour le dire bêtement, entre la volonté et l'acte, entre la volonté et la puissance, qui font que, au fond, on ne veut jamais que ce qu'on peut, d'une certaine manière. Et que le mot volonté de puissance trompe, parce que c'est pas affaire de volonté. Après, il y a des affaires de discipline, d'exercice, voilà, tout ça, de la connaissance. Moi,
personne, aucun philosophe, pas même Nietzsche, ne prône ou n'exalte l'inconscient ou quoi que ce soit. On n'est pas des sauvages. Hein. Les sauvages ne sont pas inconscients, d'ailleurs. Mais la question de l'explosion de la pulsionalité, c'est de la pathologie. Voilà, c'est un problème non résolu. Hein. Un déchaînement de pulsions est un problème non résolu. Voilà. Donc c'est morbide. Donc la question des disciplines de soi, du souci de soi, de la pratique de soi, de la connaissance de soi, viennent évidemment s'articuler à ces processus d'effectuation de puissance qui sont, eux, me semble-t-il, largement inconscients et qui obligent, et c'est peut-être, je finirai là-dessus, peut-être ce qui distingue Freud de Nietzsche de ce point de vue-là, c'est que, comme on disait, Freud, pour écouter, pour mettre son stéthoscope sur l'inconscient, veut écouter le discours. Il écoute le moi, et je caricature, et il essaye de comprendre comment, derrière, l'inconscient fonctionne. Nietzsche fait autre chose. Nietzsche ne cherche, et c'est sa méthode généalogique, ce qui s'effectue silencieusement derrière ce qui est dit. Voilà. C'est-à-dire qu'on parlait du silence, c'est-à-dire que je crois que, c'est pour ça que je crois que devenir ce que l'on est se fait dans un certain silence à soi, hein, qui est une écoute, hein, qui n'est pas se boucher les oreilles, mais écouter. Et non pas s'écouter soi-même, non pas s'écouter penser, s'écouter désirer, mais écouter la dernière image que je prendrais, je suis trop long, quand on se couche, on est dans le noir, on ne parle plus, on s'entend non seulement respirer, mais on entend la pulsation, une espèce de brouhaha comme ça. On n'est pas silencieux. Et que je crois que la vraie connaissance de soi est comparable à cette écoute de soi-même, qui n'est pas l'écoute de ses pensées, qui n'est pas l'écoute de ses discours, qui est l'écoute de ce flux, hein, de cet organisme que nous sommes. Organisme et psychisme compris. Hein. Les flux de pensée et non pas les discours. Les flux de désir et non pas les objets de convoitise, par exemple. Donc ça déplace complètement et ça nous ramène au cœur de ce qu'on disait au départ sur la question du devenir intransitif. Nous sommes des configurations qui, dans le silence de la nuit, je ne sais pas comment on dit, brouhahaient, je sais pas, produisent une espèce de... Voilà, il y a de la circulation, il y a quelque chose qui circule pour se maintenir, croître et vivre, etc. Pardon de ce modèle organique trop présent là tout d'un coup, mais il me semble parlant, et puis il est fréquent et chez Nietzsche, et on parlait de Canguilhem, tout ça, toutes ces choses-là me semblent importantes. Et ça nous ramène à la physiologie en son sens grec, cette étude des agencements de la nature en réalité. Bien sûr, on aurait pu, cher Dorian, continuer des heures, parce que pour moi il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre qui fait plus de 150, un peu plus de 150 pages, mais qui est extrêmement dense et que je recommande de lire. Donc c'est Deviens ce que tu es pour une vie philosophique de Dorian Astor aux éditions Autrement, qui est sorti en 2016, excusez-moi. Et voilà, je le recommande. Merci beaucoup à toi pour toute cette grande interview. Merci à toi, Pierre. Voilà, et à la prochaine. À la prochaine.